Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue sur cette session dédiée au Graph Data Science et à notre offre Neo4j sur le sujet. Donc déjà pour démarrer, merci pour votre participation à notre webinaire où on va à la fois découvrir le fonctionnement de cette offre en matière de calcul matriciel, de vectorisation, mais aussi l'entraînement des modèles en machine learning. On va également aborder tous les algorithmes, qui est vraiment le cerveau et la colonne vertébrale de cette offre, pour vous permettre de prévoir et d'optimiser à la fois vos chemins pour accéder aux données, également tout ce qui est centralité à travers les key opinion leaders, la détection de communautés, les prédictions exactes et les similarités d'offres et de produits notamment, et avec l'approfondissement du dernier algorithme d'imbrication qui est peut-être le plus complexe qu'on vient de lancer sur le marché, et également toutes les nouveautés liées à la Graph Data Science Library de Neo4j. Donc, notre objectif aujourd'hui est de vous permettre de capitaliser et d'exercer toute la valeur et de libérer toute la valeur de vos bases de données graphes, en donnant plus de sens à ces données et à votre patrimoine. Donc, les premiers résultats qu'on a depuis qu'on a lancé cette offre il y a 6 mois sur le marché sont relativement même extrêmement bluffants pour les clients. C'est le retour des clients qui leur permettent d'avoir des résultats en temps réel en exploitant des milliards de nœuds. Donc, je vais démarrer par me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Pascal Marie, je suis responsable commercial chez Neo4j. Et aujourd'hui, cette session sera animée à la fois par Nicolas Rouillère, notre architecte technique et avant-vente, et Morgane Sénéchal, qui est notre consultant technique, qui répondra dans l'ombre à toutes vos questions. Alors justement, en parlant de questions, je voulais revenir à quelques informations pratiques avant de démarrer. Donc, vous aurez la possibilité de poser au fil du séminaire toutes vos questions sur le chat et on essaiera d'y répondre soit en direct ou soit on fera une sélection de ces questions, pas une sélection, mais on prendra l'intégralité des questions, on essaiera en fin de webinaire de répondre à toutes ces questions. Donc, je vous rappelle que cette séance est à la fois enregistrée et que vous récupérerez à la fin de ce webinaire la présentation qui est déroulée par Nicolas, à qui je laisse la main. Donc, excellent séminaire à tous. Merci Pascal. Donc moi je m'appelle Nicolas Rouillère, la plupart d'entre vous me connaissent, donc je suis ingénieur avant-vente chez Neo4j. Je travaille essentiellement auprès de nos clients pour montrer la valeur de Neo4j en le plus petit nombre d'heures ou de jours possible. Donc ce qui me fait voir pas mal de cas d'usage, et je donne également des formations sur Neo4j. Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont les nouveautés de la librairie Graph Data Science, qu'on appelle GDS. Je vais parler un tout petit peu de l'actualité, et c'est souvent intéressant de le faire dans la communauté Neo4j. Donc, hier est sortie la version Neo4j 4.2. Alors, ça, c'est intéressant. Vous pouvez d'ores et déjà la télécharger. Il y a pas mal de caractéristiques qui sont sympathiques, notamment sur tout ce qui est performance. Je vais en citer quelques-unes rapidement. Donc, en mode cluster, on peut mettre en pause des réplicas. Pour tout ce qui est Cypher, il y a des augmentations de performance, et notamment dans tout ce qui est parsing de requêtes Cypher et ce qu'on appelle le query planner, donc le planificateur des requêtes. Il y a des améliorations en termes de sécurité, notamment sur les privilèges donnés aux procédures stockées. Il y a des améliorations pour les développeurs avec l'API HTTP et l'intégration du framework SDN 6.0, donc Spring Data Neo4j. Pour les développeurs Java, ça peut être intéressant. Et puis en termes d'administration, des améliorations en termes de configuration,
de sauvegarde et restauration, et puis de format du stockage. Plus machine friendly en fait. Donc un nouveau format de stockage qui s'appelle Aligned. Voilà. Alors, donc ça c'est pour la Neo4j 4.2. Et nous avons également, il y a quelques jours, la sortie du connecteur Neo4j pour Apache Spark, et qui vous permet de prendre n'importe quelle donnée sous n'importe quel format lisible par Spark et de les mettre dans Neo4j ou inversement. Donc ça donne vraiment accès à Neo4j à tous les développeurs Big Data et à tout l'écosystème Big Data. Donc très, très, très intéressant et à suivre particulièrement dans tout ce qui est intégration de Neo4j dans ce qu'on appelle des data lakes. Dans l'actualité également, Neo4j a été désigné leader des plateformes de données de graphes par Forrester. Alors il existait déjà ce qu'on appelle des magiques cadrans de Gartner. Et bien finalement, ils n'étaient pas forcément spécialisés dans le secteur des bases de données graphes. On avait des magic cadrans pour les bases de données relationnelles ou pour les bases de données en général. Et puis ben là, Forrester s'est lancé. Et, alors les analystes marchés, ils ne prédisent pas forcément le futur en termes de technologie. Ils prédisent le futur en termes de marché. En tout cas, on savait déjà qu'on était leader sur les plateformes de données de graphes, donc Forrester ne nous a rien appris. Mais par contre, c'est bien pour tout ce qui est secteur et marché, effectivement, pour faire grandir cet écosystème. Donc c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait une catégorie des plateformes de données de graphes au niveau des analystes marché. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? La plateforme Neo4j pour la Graph Data Science. Alors, à qui s'adresse ce webinaire en particulier? Mais ne partez pas si vous n'êtes pas data scientist ou développeur. Donc, ça va être quelque chose d'un petit peu technique, mais qu'on va essayer de vulgariser au maximum. Donc, si vous vous intéressez à Neo4j en général et à la data science en particulier, à tout ce qui est intelligence artificielle, ben, c'est fait pour vous. Puis, effectivement, si c'est un peu trop technique, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Ensuite, donc, on va faire un zoom sur la librairie Graph Data Science et en particulier les nouveautés de la version 1.4 qui est sortie il y a quelques jours. Et bien sûr, on fera une démo comme d'habitude. Alors, où on se situe dans notre écosystème Neo4j? Donc, notre écosystème Neo4j, on a la base de données Neo4j au centre, une base de données graph avec des nœuds, des relations et des propriétés sur les nœuds et sur les relations. Je fais des petits rappels. Après, vous avez le langage Cypher qui est adapté aux bases de données graph et qui permet de parcourir ces nœuds et ces relations. Vous avez également des procédures stockées comme les APOC. Et parmi ces plugins, on a également la librairie Graph Data Science. Vous avez aussi des choses qui peuvent être faites au niveau du traitement automatique des langues, ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing, et qui est notamment intégré avec tous les clouds. Donc là, on va vraiment se situer au niveau d'une extension de Neo4j, en sachant que dans notre écosystème, ben, on peut aller sur l'intégration de sources de données, et notamment avec le connecteur Spark tout nouvellement créé. On peut aller aussi sur de la visualisation avec Bloom, Linkurious ou encore d'autres fournisseurs de librairies graphiques. On peut utiliser nos différents drivers pour se connecter à Neo4j en Java, .NET, Python, JavaScript, Go pour les drivers officiels. Et puis, il y a également tous les drivers communautaires. Je cite en passant le fait que Florent Bivy, qui était dans la communauté Neo4j depuis longtemps, qui nous vient de Pivotal, est maintenant entré chez Neo4j dans la communauté d'Evrel. Et il s'occupe en particulier de cette question des drivers Neo4j communautaires et d'entreprise. Donc, n'hésitez pas aussi à le joindre sur ces questions-là.
Donc voilà, dans cet écosystème, on va se concentrer sur Neo4j et la librairie Graph Data Science, en sachant qu'on a aussi un connecteur Neo4j pour la BI, dont on a déjà parlé dans des webinaires précédents, et puis bien sûr des fonctions d'administration, de sécurité, de monitoring, etc., etc. Alors, Graph Data Science, welcome to the GDS floor, to the graph floor. Cette librairie, on va voir différentes choses. Donc, le principe de cette librairie est cette exécution en mémoire d'algorithmes de graphes. On va voir les différentes catégories d'algorithmes. On va voir comment ils sont classés en termes de maturité, ce qu'on appelle les tiers, donc alpha, bêta, production. On va voir la notion de catalogue de graphes. Et puis, les modes d'exécution proprement dit, donc avec l'estimation de mémoire requise, le fait de pouvoir streamer les résultats, d'obtenir des statistiques sur l'exécution de ces algorithmes, de pouvoir écrire les résultats directement dans la base graph et de pouvoir modifier en mémoire certaines propriétés. Donc tout ça, on va le voir. Alors, où on se situe déjà quand on parle d'algorithme de graphe? Première chose qu'on peut dire, c'est que quand on parcourt un graphe avec le langage Cypher, on cherche des réponses plutôt temps réel, à prendre des prises de décision locales, et on fait ce qu'on appelle du pattern matching. Donc on sait ce qu'on cherche, et on va prendre une décision en fonction de ce qu'on trouve autour de nœuds dans un proche voisinage. Ensuite, les algorithmes de graphe, ils se situent plutôt au niveau d'un calcul global. C'est une analyse globale sur l'ensemble de la structure du graphe et la mise à jour des données. Je vais effectuer, par exemple, des prédictions sur comment le graphe va évoluer. Donc, bien distinguer cette histoire de schéma local avec Cypher et ce schéma global qui est le terrain de jeu des algorithmes. Alors, comment ça va se passer? D'abord, on a une base Neo4j et on va charger en mémoire une projection du graphe. Donc, par exemple, je pourrais choisir de charger en mémoire uniquement les nœuds bleu clair et bleu foncé et de laisser les nœuds en rouge. Ils sont toujours stockés dans la base graph, d'accord? Mais ce que je monte en mémoire, c'est seulement une partie du graphe. Ça peut être des nœuds de certaines catégories uniquement, certains labels. Je ne suis pas obligé non plus de charger toutes les relations. Donc, je projette en mémoire ce qui m'intéresse et ce sur quoi je vais passer un algorithme. Ensuite, je vais exécuter cet algorithme via une procédure Cypher, donc via l'instruction call. Je vais appeler un algorithme qui va s'exécuter en mémoire et par exemple, je vais détecter des communautés. Et ce résultat-là, je vais pouvoir le consommer soit en mode streaming, directement avec une commande Cypher, je vais voir les résultats, ou alors je vais pouvoir les restocker à nouveau dans ma base transactionnelle. Donc bien distinguer ce qui est stocké sur le disque dans la base Neo4j et ce qui est stocké en mémoire et qui est vraiment disponible le temps du calcul. Si par exemple j'éteins ma base graph, soit de manière violente, soit avec les bonnes commandes d'arrêt, eh bien mes graphes en mémoire vont être supprimés. En revanche, tout ce qui est stocké dans la base graph, et notamment mes résultats de calcul, si j'ai choisi de les écrire, sont stockés dans la base graph. Donc, la librairie Graph Data Science, qu'est-ce que c'est véritablement? C'est un ensemble d'algorithmes de graphes qui sont robustes et qui vont permettre de calculer un certain nombre de choses, notamment on va voir les différentes catégories, mais le parcours de chemin, la centralité, donc l'importance d'un nœud, la détection de communauté, la prédiction de liens, donc j'essaie de prédire quelles sont les relations qui vont se former au cours du temps dans mon graphe. Et si, par exemple, j'ai déjà des notions d'horodatage, de propriété temporelle dans mes nœuds et dans mes relations,
eh bien, je vais pouvoir apprendre de cet historique de graphe et prédire ce qui va se passer en termes de connexion. Alors, la librairie, elle permet de transformer automatiquement ces graphes transactionnels sur la base Neo4j en graphes d'analyse en mémoire. Elle est optimisée pour les analyses avec des traversées globales et des agrégations, et elle permet de créer des flux de travail. Donc, il y a tout un outil pour le data scientist qui s'intéresse au graphe et qui va pouvoir utiliser directement sur la base Neo4j. Ce qui est intéressant aussi, avant que je parle de ces différents algorithmes, c'est l'unification de ces librairies. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher une librairie Python différente pour chaque algorithme. Donc, chacun est implémenté et optimisé pour utiliser la mémoire de la base Neo4j. Je peux citer quelques algorithmes rapidement, donc les algorithmes de recherche, comme Astar, Dijkstra, etc., des recherches qu'on appelle breadth first ou depth first, selon les qu'on va explorer en profondeur ou en largeur le graphe. Les algorithmes de centralité, qui signifient une notion d'importance dans le graphe. Importance parce que j'ai le plus grand nombre de voisins, par exemple, avec une centralité degré. Importance en termes de criticité, je suis sur la plupart des chemins, donc ça va être plutôt betweenness, ou importance en termes d'influence, avec PageRank, un algorithme récursif popularisé par Google, et puis bien d'autres variations de PageRank, PageRank personnalisé, Article Rank, etc., qui permettent de procéder par approximation. On a aussi la détection de communautés, avec notamment la propagation de labels ou la modularité de Louvain. Il y en a quelques-uns qui sont nouveaux aussi, là-dedans. La similarité, et on parlera d'un algorithme aujourd'hui qui s'appelle KNN, K-Nearest Neighbors, les voisins les plus proches, les K voisins les plus proches. Mais bien sûr, on a aussi la similarité nœud qui implémente l'algorithme de Jacquard, qui est déjà disponible dans cette librairie. La prédiction de lien, j'en ai parlé, un des plus connus, c'est l'algorithme Adami-Kadar. Et puis, le petit nouveau, on va dire, ce qu'on appelle les imbrications. Alors, les imbrications, ce n'est pas un terme c'est pas une très bonne traduction. Donc, on parle de graph embeddings. Moi, je le traduirais plutôt en vectorisation de graphes, puisque le résultat de ces algorithmes, c'est de capturer à la fois la structure du graphe et les propriétés des nœuds. Donc, le caractère, les plus proches voisins, les choses comme ça, la structure du graphe, et puis aussi les caractéristiques de chaque nœud sous forme de vecteurs. Donc, je parlerai plutôt de vectorisation de graphes en sachant que le terme le plus connu en data science, c'est les graph embeddings. Alors, parlons un petit peu des tiers de maturité. C'est très simple. Donc, alpha, bêta, product. Je vais partir du bas. En alpha, l'algorithme est expérimental dans la librairie. Il va pouvoir évoluer à tout moment. Il n'y a pas l'ensemble des modes d'invocation dont j'ai parlé, mutate, write, etc. Et puis, les algorithmes alpha, ils vont être préfixés gds.alpha, le nom de l'algorithme. Ensuite, quand on durcit l'algorithme et qu'on le rend compatible aux différents modes d'invocation, eh bien, on va avoir le préfixe gds.beta. Et enfin, au niveau produit, cette fois, on a respecté totalement les critères de stabilité, de précision et de scalabilité des API et de la Graph Data Science. Et dans ce cas-là, c'est gds. Le nom de l'algorithme. Vous le voyez facilement dans la documentation. Ensuite, le catalogue de graphes GDS, qu'on appelle le Graph Store, en fait, c'est un concept central dans cette librairie. Donc, je vais pouvoir stocker toute partie d'un graphe en mémoire, les nœuds, les relations et les propriétés. Ce Graph Store, il va être peuplé grâce à l'utilisation de procédures, et chaque procédure va créer un Graph Store. Alors, ce n'est pas véritablement un graphe en mémoire, mais c'est
on sait comment construire un graphe à partir de ces parties séparées qui sont stockées en mémoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir sélectionner des sous-graphes de ce qui a été chargé initialement. Je charge quelque chose et puis finalement, je n'ai plus besoin de telle propriété, ou je fais évoluer ce que j'ai en mémoire. Voilà. Alors, les modes d'invocation de l'API, donc le mode stream, donc pour avoir un flux de résultats que je vais pouvoir observer, le mode statistique qui me donne, qui exécute l'algorithme et qui en plus me donne des statistiques d'utilisation, le mode mutate pour modifier en mémoire certaines propriétés. Par exemple, si je fais call.gds.pagerank.mutate, la propriété PageRank va être ajoutée à mes nœuds en mémoire. Alors que si je fais gds.pagerank.write, cette propriété va être ajoutée sur les nœuds sur le disque. Donc il y a toujours cette navigation entre le graphe en mémoire et le graphe sur le disque. Ensuite, il y a un mode d'invocation qui s'appelle train et qui est utilisé pour les graph embeddings, puisqu'on va entraîner un modèle pour arriver à prédire des choses. Donc ça, on le verra en particulier dans un exemple autour de l'algorithme GraphSearch. Les estimations mémoire, alors elles sont très importantes parce que ces algorithmes, ils opèrent sur l'ensemble du graphe, sur l'ensemble de la structure. Ils peuvent donc être consommateurs. Donc, rien que charger des données en mémoire, ça peut être consommateur si vous avez des centaines de millions de nœuds et de relations. Donc, à la création du graphe en mémoire, on peut d'abord passer une procédure gds.graph.create.estimate pour vérifier combien de mémoire ça va nous prendre. Et puis, lorsqu'on va passer les algorithmes aussi, on peut estimer combien de temps ça va prendre. Donc, l'estimation, elle est automatique et ça nous donne des garde-fous. C'est-à-dire que s'il y a trop de mémoire qui est requise, à ce moment-là, l'algorithme va dire de façon assez propre, écoute, il faudrait que tu muscles un peu ton jeu sur ta machine ou que tu donnes un peu plus de mémoire aux algorithmes parce que là, j'ai besoin de plus, donc je ne peux pas m'exécuter. C'est assez confortable de pouvoir faire ça puisqu'on a souvent l'effet inverse, un peu l'effet tunnel. En data science, j'exécute un algorithme et puis au bout d'une heure, je me rends compte qu'il n'y avait pas assez de mémoire et finalement, je n'ai pas de résultat. Donc, j'ai l'effet tunnel et c'est un peu dommage. En termes de syntaxe, ça, on le verra dans un exemple, donc je vais passer assez rapidement, mais voilà, je fais un appel à la procédure GDS. Par exemple, Weakly Connected Components, WCC, l'algorithme de détection de communauté, et puis .stream avec le nom du graphe en mémoire et des paramètres de configuration. Voilà. Par défaut, je l'appelle sans aucun paramètre de configuration, et puis avec, je peux par exemple rajouter un paramètre de seuil ou un paramètre qui va être la propriété qui me donne le poids des relations dans l'algorithme Weakly Connected Components. Voilà. Alors, maintenant, donc ça c'est pour le principe de la librairie Graph Data Science. Et qu'est-ce qu'on a en version 1.4? Premièrement, les vectorisations de graphes que j'ai un petit peu effleurées et qu'on va aborder un peu plus dans le détail. Ensuite, le catalogue de modèles. Alors, on avait déjà un catalogue de graphes. On va faire la différence avec le catalogue de modèles. On a l'algorithme KNN qui marche avec des vectorisations, avec des vecteurs, K-nearest neighbors, des améliorations au niveau de pré-gueule, et puis la possibilité de faire des projections multipartites, donc sans le langage Cypher. Alors, on va voir tout de suite ces différentes nouveautés. Et on va voir que en version 1.4, il y a eu vraiment une focalisation très nette sur tout ce qui est apprentissage de graphes natifs. Donc, premièrement, la vectorisation de graphes, ça consiste à utiliser
l'algèbre matricielle et les réseaux de neurones pour apprendre la structure de votre graphe. C'est-à-dire que si j'ai un graphe, je vais essayer vraiment de capturer à la fois les propriétés des nœuds et la structure et en faire une représentation vectorielle dans le moins de dimensions possible. Donc je vais faire une réduction de dimensions pour parvenir à capturer l'essence d'un graphe qui est quelque chose de très imbriqué, très, très connecté. Je vais aussi avoir un catalogue de modèles, on va définir ce que c'est, mais ça va nous permettre d'entraîner, de stocker et d'ajuster les modèles prédictifs dans Neo4j. On a aussi le support de types de données complexes, et notamment vectoriels, puisque ces vecteurs vont pouvoir être stockés dans le graphe en mémoire. Donc ce résultat de vectorisation va pouvoir être stocké, c'est un type particulier, donc des vecteurs de valeurs numériques. Et puis, on a des algorithmes d'apprentissage qui vont pouvoir utiliser les vectorisations pour construire un graphe. Par exemple, le graphe des plus proches voisins, l'algorithme KNN. Donc, voyons un peu ça dans le détail. Alors, parlons déjà des vectorisations de graphes ou graph embedding. Donc, c'est une façon de représenter chaque nœud du graphe sous forme de vecteurs de longueur fixe. Alors, il existe d'autres vectorisations de graphes, des vectorisations de chemins, ce qu'on appelle des path embeddings, et des vectorisations de graphes ou de sous-graphes, ce qu'on appelle des graph embeddings. Pour le moment, dans cette librairie Graph Data Science, on parle de node embeddings, c'est-à-dire qu'on va projeter, si jamais on a un graphe avec un ensemble de nœuds, donc on en a n, eh bien, pour chaque nœud, on va avoir un vecteur d'une certaine dimension, d'une dimension fixe, et qui va essayer de capturer à la fois la catégorie du nœud, donc le label, un certain nombre de propriétés du nœud, et puis aussi son voisinage. Donc on va décoder donc, ce vecteur de valeur numérique, il va capturer à la fois le voisinage du nœud et sa catégorie. Alors, il y a différentes techniques qui permettent de représenter les aspects d'un graphe sous forme de vecteur. Et il y a différentes approches ensuite qui permettent d'apprendre à partir de ces représentations. Donc, c'est ça qu'on va voir en détail. Alors, essayons un peu de nous resituer dans l'écosystème Neo4j. On a déjà des requêtes Cypher, on a des algorithmes et on a ces embeddings, ces vectorisations. Alors, déjà, les requêtes Cypher, elles sont fabriquées par des humains et elles sont lisibles par des humains. L'expressivité du langage Cypher nous permet de comprendre que là, je cherche finalement deux personnes qui sont ennemies avec une troisième et je me dis que les ennemis d'une même personne pourraient être amis. D'accord ? Donc, si je réalise cette requête, c'est que vraiment je comprends ce réseau social d'amis et d'ennemis. Donc, je suis vraiment dans le langage Cypher sur un modèle que je comprends, un cas d'usage. Donc, c'est fabriqué par des humains et lisible par des humains. Ensuite, les algorithmes, eh bien, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une formule, par exemple la formule de l'algorithme PageRank, qui n'est pas toujours lisible par des humains, en tout cas par des mathématiciens, oui. Mais par contre, le résultat va être lisible. Si dans mon réseau social, Émile a un PageRank plus élevé qu'Amy et Alicia, je comprends que cette personne, Émile, est plus influente qu'Amy et Alicia. D'accord ? Valeur numérique qui mesure l'influence. Donc le résultat, je peux le lire. Par contre, la formule, elle est plus mathématique. Donc je vais appeler un algorithme et je vais avoir un résultat lisible. Pour les vectorisations de graphes, on va dire qu'on entre dans quelque chose qui est du domaine d'une formule également
qui va être apprise par l'intelligence artificielle, et le résultat va être lisible par une machine. Si je fais un node to vec sur le nœud Émile, ou Amy ou Alicia, je vais avoir une propriété, un node embedding, une vectorisation de nœuds qui va être sous cette forme. Et moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais par contre, la machine va pouvoir comprendre qu'on a capturé à la fois les catégories de nœuds, les labels, les propriétés, et puis aussi le voisinage. Donc voilà. Bien se positionner par rapport à tout ça. Cypher, fabriqué par des humains, lisible par des humains, et jusqu'aux vectorisations de nœuds, les embeddings. Donc, formule apprise par l'intelligence artificielle et résultats lisibles par la machine. Alors, on va voir ce qu'on va faire de ces résultats. D'abord, une petite cheat sheet, une anti-sèche de ces graph embeddings et de ces algorithmes qui sont disponibles dans la librairie GDS 1.4. Premièrement, donc FastRP, deuxièmement Node2Vec et troisièmement GraphSage. Alors, ces algorithmes diffèrent donc par leur signature, par la technique utilisée, par le support des graphes dirigés ou pas, par le support des graphes pondérés ou pas, par le support des propriétés des nœuds, les modes d'invocation qui sont permis, et puis leurs caractéristiques là tout principales. Nous, on fera une petite démo avec GraphSage, qui est un modèle inductif basé sur des réseaux de neurones convolutionnels orientés graphes. Node2Vec est très très connu. Il n'est pas forcément très performant, mais en tout cas, les paramètres, les hyperparamètres de cet algorithme sont aisément interprétables. Et puis, FastRP, il est très rapide et précis. Et il supporte tous les modes. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on peut les distinguer. Et puis, il est basé sur d'autres techniques plus orientées algèbre. Alors, en détail, donc Node2Vec va utiliser un parcours aléatoire dans le graphe pour échantillonner les nœuds et leurs propriétés. Donc, par exemple, je prends un premier nœud bleu ici, et puis je vais aller faire un parcours 1, 2, 3. Donc, c'est ce premier parcours que je vais avoir. Et puis, si je prends un nœud orange, je vais faire 1, 2, et puis un nœud bleu. Donc, c'est différents parcours qui sont échantillonnés. Et puis ensuite, on va, à partir de ces données aléatoirement sélectionnées, pardon, je reviens en arrière, on va utiliser un réseau de neurones skipgram, un modèle skipgram, et calculer une vectorisation. Donc, c'est relativement facile à comprendre, il y a beaucoup d'exemples. Et puis, il suffit d'indiquer la distance à parcourir pour faire tourner cet algorithme. A contrario, FastRP va utiliser une autre technique, c'est la projection d'une matrice de similarité dans un espace de dimension inférieure. Donc là, on est complètement dans les matrices. Et c'est jusqu'à 75 000 fois plus rapide, en tout cas c'est ce que montrent nos benchmarks, avec une précision équivalente à Node2Vec, pourvu qu'il soit configuré convenablement. Donc on a également des paramètres de configuration qui sont assez flexibles. Donc voilà, ces deux algorithmes, ils vont produire des vecteurs de longueur fixe et ils doivent être lancés pour chaque nouvelle donnée. A contrario, GraphSage, donc Sage, ça veut dire Sampling and Aggregate. Donc cette fois, on va supposer dans GraphSage que les nœuds d'un même voisinage vont avoir des représentations sous forme de vecteurs similaires. Et en plus, ça utilise les propriétés des nœuds en plus des relations. Donc c'est une approche inductive, elle va apprendre une fonction pour calculer une vectorisation, et on va pouvoir l'utiliser ensuite pour prédire sur des données du graphe qui n'existent pas encore.
donc sur des nouvelles données, ou alors sur des données qui n'ont pas été utilisées pour entraîner le modèle. Alors, déjà en 1.3, on avait FastRP. Ce qui se passe maintenant en 1.4, c'est qu'on l'a passé en tiers de production. Il supporte les directions et les poids. Il y a eu énormément de tests et d'optimisation, et les modes d'exécution mutate, stat et estimate sont maintenant supportés aussi. On a rajouté aussi en mode bêta FastRP Extended pour gérer les propriétés des nœuds. Et enfin, GraphSage, il est maintenant candidat à la production, donc il est dans le tiers bêta, et il supporte les labels et les pondérations pour les nœuds, et les modes d'exécution mutate et estimate. Donc en termes de syntaxe, on va utiliser gds.beta.graphsage.train sur un graphe monté en mémoire avec un certain nombre de propriétés. Celles qui sont en gras ont un petit peu évolué, d'accord. On ne parle plus du terme embedding, mais embedding dimension. Donc la dimension du vecteur qui va nous servir à créer cette vectorisation de graphe. Voilà. Alors, les labels donc, sont supportés par l'algorithme GraphSage. Ils ne sont pas nommés explicitement, mais ils sont déduits du graphe chargé en mémoire. Et ensuite, on va pouvoir gérer différentes propriétés sur différents labels avec le paramètre Projected Feature Size. Et on va il y a un peu quelque chose d'empirique, une valeur de départ qui est assez bonne pour commencer à exécuter l'algorithme. Ensuite, il faut adapter un petit peu en fonction de ce qu'on veut faire. Mais si on prend le nombre maximum de propriétés par nœud, plus 1, plus le nombre de labels distincts, ça donne une bonne valeur de départ. Par exemple, si j'ai pour les nœuds personnes 3 propriétés, le nœud place 7 propriétés, le degré, le nombre de labels distincts, donc ce serait 2. Projected feature size, ce serait 7 plus, non pas 1 plus 2, mais 7 plus 3 plus 2. Mais il faut adapter ce paramètre et jouer l'algorithme en fonction de ce qu'on veut faire et prendre en compte notamment les propriétés ou pas. FastRP a été mis à jour puisque comme il est passé en tiers de production, donc c'est gds.fastrp.stream, voilà, avec les paramètres qui ont été mis à jour, et puis la prise en compte du poids et du nombre d'itérations. Voilà, avec un poids sur les itérations qui doit être cohérent avec le nombre d'itérations. De même, FastRP Extended, qui est en mode bêta et qui supporte les propriétés donc, qui sont spécifiées dans le paramètre Node Property Names. Et vous avez également des paramètres de configuration comme Property Dimension pour la proportion de la vectorisation. Voilà, alors ça c'est important parce que c'est finalement, ça doit pas être supérieur à la moitié de la dimension du vecteur embedding. Et donc, la valeur de départ raisonnable, c'est 2 fois le nombre de propriétés pour cette dimension. Alors, on va passer assez vite à la démo, mais je vais parler un tout petit peu du catalogue de modèles. Donc, les modèles de machine learning dans Neo4j. Donc, il ne faut pas confondre un modèle de données, donc, qui représente un cas d'usage, modèle de données graph, et un modèle prédictif. Donc là, on parle vraiment de modèle de machine learning, donc un modèle prédictif. Par exemple, GraphSage, qui va entraîner un modèle qui prédit les vectorisations de nœuds, donc qui crée une fonction qui va prédire une vectorisation de nœuds pour des nouvelles données ou pour des parties du graphe qui n'ont pas été couvertes dans la phase d'apprentissage. Donc ce modèle de machine learning, en quelque sorte, il habite dans l'espace de travail Neo4j Analytics dans un catalogue de modèles. De même qu'il y a un catalogue de graphes, eh bien, il y a un catalogue de modèles. Et il contient des informations de versionning, notamment
sur les données sur lesquelles il a été entraîné. Donc, il y a un eurodatage des modèles et un espace de nom. Alors, dans l'édition Enterprise, il y a un nombre de modèles par utilisateur qui est limité. En édition communautaire, il y a un seul modèle par utilisateur dans le catalogue de modèles. Ça veut dire qu'en édition communautaire, vous pouvez entraîner qu'un seul modèle à la fois. Alors, de quoi ça a l'air finalement? Si j'utilisais une librairie comme scikit-learn, pour entraîner le modèle, j'aurais une fonction fit, d'accord? Et puis, pour effectuer une prédiction, j'aurais une autre fonction. Finalement, avec cette librairie, il faut consulter son historique de code, chercher dans ses dossiers les différentes données, etc. Dans Neo4j, on va entraîner le modèle et effectuer une production avec le même formalisme, d'accord? Et on va avoir ce modèle, ce nom de modèle, GraphSage par exemple, qui est au catalogue, et le nom du graphe en mémoire, donc myGraph ou newGraph, d'accord? Donc j'entraîne mon modèle GraphSage et ensuite je l'exécute sur une partie du graphe ou sur un autre graphe. Voilà. Donc c'est extrêmement cohérent comme utilisation. La gestion des modèles dans Neo4j permet à peu près les mêmes opérations que dans le catalogue de graphes. Donc de même qu'on a un gds.graph.exist ou .list ou .create ou .drop, eh bien on a gds.beta.modèle.exist, list et drop. Voilà. Donc ça contient des informations sur les modèles. Et donc là, ci-dessous, vous pouvez voir que j'ai, par exemple, un nom de modèle GraphSage Everything, qui est de type GraphSage. Et voici tous mes paramètres de configuration, par exemple le nombre d'itérations, la profondeur de recherche, search depth égale 5, etc. etc. Est-ce qu'il y a un agrégateur, la fonction d'activation. Donc, tout ça, ça permet de customiser votre algorithme. Et ce modèle, il a été créé le 15 octobre à telle heure. Donc, si on ouvre un peu le capot, le graphe en mémoire, il supporte désormais les listes. Et on peut aussi charger des listes à partir de Neo4j et les utiliser dans l'algorithme K-nearest-neighbors, dont on va parler dans quelques instants. GraphSage et FastRP n'acceptent pas encore les listes comme caractéristiques. Ça viendra. On a rajouté aussi des critères internes de précision pour vérifier que les vectorisations, ce n'est pas que du charabia. Ça permet vraiment de prédire de façon exacte. Donc, on a des tests et des comparaisons qui garantissent au fil du temps l'absence de dégradation de la précision. Et on évalue la précision pour les algorithmes de prédiction de liens et de classification des nœuds, et ces résultats sont conservés dans une instance Neo4j. Donc, vraiment, le code des tests va inclure aussi des visualisations de graphes et il peut être exécuté en local. Donc ça, c'est important, c'est pour durcir la librairie qui fait partie de notre produit Enterprise. Alors, pour utiliser les vectorisations, donc une fois qu'on a capturé en quelque sorte la structure du graphe avec un algorithme de vectorisation comme GraphSage, on peut utiliser KNN, qui est un algorithme de similarité et qui va comparer les propriétés des nœuds pour trouver les cas voisins les plus similaires. Et lorsqu'il trouve ses voisins, il va persister une relation dans le graphe. Donc on va construire un graphe de similarité à partir notamment de vecteurs. Donc c'est un algorithme avec approximation et l'utilisateur doit spécifier des paramètres sample rate et max iterations. La syntaxe supporte les modes d'exécution stream, write, mutate, stat et estimate. Et donc là, par exemple, on a un certain nombre de paramètres de configuration. Et là, on voit que le paramètre write relationship type correspond au type de relation que je vais écrire dans le graphe
une fois que j'aurai calculé ma similarité. Voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait fini. Dans la 1.4, on a des améliorations de Pregel qui vous permet de coder vous-même vos propres procédures, donc votre propre implémentation. Et finalement, vous allez bénéficier des API de la librairie GDS. Donc, c'est assez sympa de se dire ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un call de votre propre algorithme et utiliser les mêmes formalismes en Cypher pour obtenir les résultats, les stocker, etc. Donc, si vous avez des idées d'algorithmes orientés graphes, et pourquoi pas sur des réseaux de neurones convolutionnels, eh bien, vous pouvez les implémenter avec l'API Pregel. On peut également faire des projections monopartites, donc une seule catégorie de nœuds. Quand votre graphe en mémoire supporte plusieurs catégories de nœuds, on peut utiliser un algo qui s'appelle CollapsePath et qui va mettre à jour votre graphe en mémoire en traversant, par exemple, un même pattern. Je me rends compte qu'un gène dans un graphe pharmaceutique, par exemple, donc j'ai des gènes, des maladies et des médicaments. Et je me rends compte qu'un gène partage un même, est activé par un même médicament. Du coup, je vais pouvoir créer une relation entre deux gènes et qui va s'appeler same compound. De même, deux gènes qui sont associés à la même maladie. Donc, je vais créer en mémoire une relation same disease. Donc ça, c'est le CollapsePath qui permet de jouer sur plusieurs types de relations et d'en créer une troisième. Donc ça, c'est intéressant parce que tout ça se fait en mémoire et ça vous permet de remodeler vos données en mémoire sans code Cypher. Évidemment, vous pouvez le faire dans votre graphe transactionnel avec du code Cypher. Alors, il y avait énormément de choses dans cette release. Il y a quelques petites choses en plus, une doc d'intégration de fabrique, des flags pour des commandes GDS, graph drop et create. Le log aussi, quand votre algorithme est in progress, il est beaucoup plus agréable, il est beaucoup plus explicite. Et puis, il y a eu quelques corrections et évidemment de bugs. Là, vous pouvez regarder la release note, elle est très très précise sur cette GDS 1.4. Alors, ce que je vous propose, avant de prendre quelques questions, c'est que je vous fais une rapide démo. Et puis, pour qu'on reste un peu dans les clous. Alors, je ne sais pas si on voit bien mon écran. Voilà. Ça me paraît bon. OK. Alors, déjà, je suis dans un graphe avec des clients qui achètent des marchandises. Pour ça, ils font des transactions bancaires. Ces clients, ils sont dans différents pays. Et puis, ces marchandises, elles sont classées dans différentes catégories. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Et puis, je vais essayer d'aller un petit peu apprendre avec ce graphe. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par charger en mémoire une projection de ce graphe. Et la particularité, c'est que je vais faire une projection multipartite, c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs labels, plusieurs catégories de nœuds dans ce graphe. Alors, si je commente un petit peu, donc je crée un graphe en mémoire qui s'appelle Retail Graph. Mes catégories, c'est item et transaction. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, les propriétés que je charge en mémoire, ce n'est pas toutes, mais c'est en particulier le prix et un code de stockage qui doit finalement correspondre à un code barre ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, j'ai mes transactions.
avec la propriété donc, transaction ID, l'identifiant de la transaction, et un euro d'attache. Et finalement, une transaction contient un item. Je vais charger en mémoire cette relation entre les nœuds items et les nœuds transactions. Entre les nœuds transactions et items, plus exactement dans ce sens. Mais je vais stocker ma relation comme nom dirigé. Cool. Donc, on va créer ce graphe en mémoire et on voit que la réponse à cette commande, le résultat de cette commande, c'est une projection de nœud, une projection de relation et un nom de graphe qui est en mémoire. Et donc, dans ce graphe, il y a 22 000 nœuds et presque 1 million de relations. Et il a été créé en 500 millisecondes. Si j'ai code gds.graph.list, je me retrouve avec effectivement un peu les mêmes informations, avec aussi une distribution en termes de degrés. Voilà. Donc, on a ce graphe, et ce graphe est en mémoire, c'est-à-dire que si je fais code gds.graph.drop, ben, je vais le supprimer de la mémoire, il faudra que je recommence. Alors, continuons un petit peu la navigation dans la graph data science. Alors, cette fois, je vais entraîner un modèle, GraphSage, sur mon graphe en mémoire, qui était le graphe, d'accord. Et puis, je vais appeler ce modèle donc GraphSage multipartite demo, puisqu'il intervient sur un graphe multipartite, retail graph. Je vais essayer donc je vais utiliser toutes ces caractéristiques, donc le prix, le code barre, la date de l'achat et l'identifiant de la transaction. Je vais spécifier la dimension, projetée, donc 2 labels, 4 propriétés, donc je commence par là, 2 plus 4, 6, d'accord. Donc, je vais utiliser les degrés aussi comme propriété, donc ça me rajoute une propriété supplémentaire qui est le nombre de voisins, d'accord. Et puis, ce paramètre epox qui est fixé à 3, qui représente le nombre de fois que je vais traverser le graphe durant la phase d'entraînement. Et enfin, la profondeur de recherche qui est 5. Donc, qui correspond à ce qu'on appelle un random walk, donc un parcours au hasard dans le graphe. Très bien. Donc, alors, ça devrait prendre, il me semble que ça prend une trentaine de secondes. Donc, on va devoir meubler. Je peux peut-être prendre une première question pendant l'exécution de la phase d'entraînement. La dernière fois, ça avait pris à peu près 39 secondes. Ouais. Oui, Nicolas, je crois que toutes les questions qui ont été posées sur le chat, Morgane a répondu, mais on peut peut-être prendre une question. Quel est l'algorithme qui est le plus utilisé dans GDS? Waouh. Alors, trop tard, c'est terminé. Non, J'aurais pu répondre par oui ou par non. Ouais. Non, je pense qu'aujourd'hui, alors dans les cas d'usage où les graphes sont très utilisés, il y a notamment les moteurs de recommandation temps réel. Et la base d'un moteur de recommandation, c'est la similarité. C'est un calcul de similarité. Voilà. Donc, je dirais que la similarité, c'est très utilisé et c'est souvent sous-jacent à 2 autres grandes catégories qui sont la détection de communautés, parce qu'une fois qu'on a établi une relation de similarité, on peut détecter les communautés avec cette relation. Et puis, bien sûr, la centralité ou l'importance. Donc, je dirais que voilà, PageRank, c'est un grand classique pour la centralité. Pour la détection de communauté, on utilise beaucoup la modularité de Louvain ou les propagations de labels. Et puis pour la similarité Jacquard. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on utilise le plus. Et puis les algorithmes de vectorisation, les graph embeddings, sont un peu plus, on va dire, avancés. Ils correspondent à d'autres utilisations.
Alors, si je continue, donc maintenant que j'ai entraîné mon modèle, bah, je vais vérifier que mon modèle est bien dans mon catalogue. Donc, j'avais dans mon catalogue de graphes, j'ai le retail graph. Et puis maintenant, dans mon catalogue de modèles, bah, je retrouve mon modèle GraphSage Multipartite Demo. Voilà, avec tous mes paramètres d'entraînement. D'accord ? Le schéma du graphe et puis la date de création. Cool. Alors, maintenant, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a finalement dans ces vectorisations de graphes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, j'aimerais bien voir. Alors, je vais peut-être pas l'appeler comme ça. Bon, on va le faire comme ça. Ça va peut-être être une commande un peu longue, puisqu'il doit streamer tous les résultats et que ce sont des vecteurs. On pourrait ramener les 10 premiers résultats, mais ce n'est pas très grave. Donc, ce qu'on va voir, c'est que finalement, voilà, j'ai l'identifiant des nœuds. Donc là, j'ai quand même 22 000 résultats. Et puis, voilà quelle est ma réduction en termes de dimension de chaque nœud. Donc, j'ai capturé finalement une approximation de toutes mes caractéristiques, à la fois voisinage, propriété, catégorie, label, dans un vecteur. Et ce vecteur, il peut être utilisé pour faire des prédictions. Alors, il peut être aussi utilisé pour calculer des relations, c'est-à-dire avec des vectorisations voisines, eh bien, est-ce que je peux créer une relation, notamment entre les items, entre mes marchandises. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est ce qu'on va faire. Et donc au niveau de mon... ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter la propriété embedding dans mon graphe en mémoire. D'accord ? Donc allons-y. Là, j'avais fait un stream. Maintenant, je fais un mutate. Donc cette propriété embedding que je calculais à la volée, eh bien, cette fois, je l'ai écrite dans mon graphe en mémoire. Je ne l'ai pas écrite dans mon graphe sur le disque. Et on va voir maintenant ce qu'on va en faire de cette propriété embedding. Donc, je vais ajouter finalement une similarité avec un score, donc une relation similar embedding dans mon graphe retail graph. Donc ça, je vais la rajouter et je vais pouvoir vraiment avoir ce nouveau type de relation dans mon graphe. Donc je le rajoute. Donc j'exécute cette commande gds.beta.knn.write. Et donc là, je me rends compte que j'ai une nouvelle relation similar embedding. Et avec, donc si je l'affiche dans mon Neo4j browser, voilà, donc j'ai ces relations similar embedding entre mes nœuds du graphe. Ah, très bien. Donc, et finalement, je retrouve comme ça un peu des sortes de communautés. Voilà. Quels sont les produits et les transactions qui ont été achetés un peu ensemble, enfin qui correspondent à des choses assez similaires. Si on allait, pour terminer cette démonstration, visualiser tout ça. Donc, je peux aller dans Bloom et puis finalement regarder les items qui correspondent à d'autres items. Donc, j'ai un item comme ça. Au projet. Hop, très bien. Un autre item. Il faut peut-être que je rafraîchisse ma perspective. Attendez, bougez pas. Je vais éteindre Bloom et le rallumer. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez à niveau Bloom? Très bien. Alors, item. Hop. Voilà, c'est ça que je voulais faire.
Donc là, je me rends compte que j'ai des relations directement de similarité entre produits qui ont été créés. Alors, si je zoome un petit peu, voilà, je peux regarder ça en particulier. Et puis, j'ai créé un raccourci pour ça, qui me permettent de regarder les transactions et les items qui sont similaires. Donc, on va l'afficher ici. Alors, ça prend un peu de temps à afficher parce que je n'ai pas mis beaucoup de limites en termes de visualisation. Donc, je vais avoir voilà, 4900 nœuds. Donc, ça, c'est finalement le graphe des transactions et items qui sont similaires, qui représentent similaires en termes de structure, mais aussi de propriété. Et puis, si je zoome un petit peu, eh bien, je vais pouvoir retrouver des patterns un peu locaux. Donc, on pourrait prendre voilà, l'exemple de ce nœud-là, ici, qui est une marchandise. Donc, je vais aller enlever tous les autres nœuds. Donc, voilà. Donc, je le place au centre. Et puis, donc ça, c'est un produit voilà, de décoration. Et puis, si je suis la relation similar embedding tout autour, voilà, je me retrouve avec une transaction, et c'est normal, voilà, qui est similaire dans le graphe, et c'est normal de trouver des voisins là-dedans. Si je prends aussi dans l'autre sens, voilà. Et puis de même, de proche en proche, on pourrait trouver similar embedding. Donc les nœuds dans le graphe qui sont très voisins en termes de structure et de propriété. Je vais m'arrêter là pour la démo. Peut-être qu'on peut prendre deux, trois questions pour terminer. Est-ce qu'il y a des choses dans le chat en particulier? Oui, Nicolas, merci pour ta présentation brillante et très concrète. Donc, il y a eu 2 questions dans le chat auxquelles a répondu Morgane. Il n'y a pas d'autres questions a priori. Alors, Aubéry, oui. je vais peut-être rajouter un petit quelque chose là sur ces Can-Nearest Neighbors qu'on a vus. En fait, il peut arriver que vous ayez des données qui soient complètement silotées, où il n'y a pas encore de relations évidentes qui apparaissent, et vous voudriez quand même les explorer un peu dans un graphe ou essayer de trouver des choses. Eh bien, c'est typiquement ce qu'on peut faire avec l'algorithme Can-Nearest Neighbors, c'est-à-dire que vous prenez des données qui seraient chargées sous forme de nœuds avec des propriétés. Vous pouvez créer finalement des relations à partir de cette vectorisation de nœuds, rien qu'avec les propriétés. Donc c'est vraiment intéressant ça aussi parce que finalement, il y a toujours moyen de relier les données entre elles, ne serait-ce qu'avec leurs propriétés. Donc créer des relations qui vont devenir peut-être signifiantes avec des données qui sont pour le moment isolées. Et ça, c'est très intéressant. Très bien. Merci, Nicolas.